Alors, dans cette vidéo, il va être question donc de la dernière partie du chapitre 3, qui s'intitulait « De la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité ». Donc, nous avons déjà traité des deux premières parties, qui parlaient pour la première de tous les mécanismes qui permettent l'évolution. Donc, nous avons parlé de la dérive génétique et de la sélection naturelle. Et ensuite, nous avons vu comment, par quels mécanismes les espèces pouvaient apparaître, donc ce qu'on appelle la spéciation. Donc maintenant, nous allons parler de la définition en fait de l'espèce. On va voir que définir l'espèce, c'est quelque chose de très délicat. Alors, je vous propose déjà de vous présenter comment les définitions de l'espèce ont été apportées de manière historique par des grands scientifiques de différentes époques. Et pour cela, vous allez pouvoir compléter le tableau qui vous est donné dans votre polycopie, que vous avez imprimé. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que depuis toujours, en fait, les scientifiques ont voulu réussir à classer tous les êtres vivants qu'ils rencontraient dans des sortes de boîtes. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire des classifications et donner des définitions justement pour permettre de créer cette nomenclature, cette classification. Alors, le premier critère qui est utilisé depuis très longtemps, c'est un critère qui semble logique et cohérent. D'ailleurs, si je vous posais la question, vous me diriez, bah voilà, si je veux savoir si deux individus appartiennent à la même espèce, ce que je fais, c'est je les observe, et s'ils se ressemblent, je peux peut-être estimer qu'ils appartiennent à la même espèce. Donc le premier critère utilisé, ça sera la ressemblance. Si par exemple, on observe un chat, on va se dire qu'il appartient à l'espèce chat parce qu'il ressemble à tous les autres chats qu'on a observés jusqu'à présent. Donc on va répartir les êtres vivants en groupes d'individus donc qui se ressemblent. C'est d'ailleurs ce critère qui a été utilisé il y a très longtemps, puisque déjà Aristote ou Platon utilisaient ce critère-là. Donc ce critère, c'est ce qu'on appelle la définition typologique de l'espèce, c'est-à-dire qu'on considère qu'un individu appartient à une espèce s'il ressemble au type de l'espèce. Donc ce qu'on appelle le type, ça va être l'individu de référence qu'on pourrait placer dans un musée. Alors, à partir de voilà ce premier point ici, je vais vous présenter les idées de certains scientifiques d'époques différentes, et ce sur quoi ils ont justement, eux, posé leur définition. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir compléter votre tableau. Alors, le premier scientifique dont je vais vous parler, c'est Linné. Donc Linné, c'est un naturaliste suédois qui, lui, en 1736, donc, a proposé une définition basée sur une histoire de reproduction d'individus qui sont semblables à eux-mêmes. Donc, ce qu'il proposait, c'est une espèce est un ensemble d'individus qui engendrent par reproduction d'autres individus semblables à eux-mêmes. Donc, pour lui, le critère majeur, c'est un des premiers qu'il a utilisé, c'est le critère de la ressemblance, que vous pouvez noter dans votre tableau. Et le type de définition qu'on va associer à ce critère-là, c'est ce qu'on appelle la définition typologique. Donc, par rapport au type, une ressemblance, on va considérer qu'ils sont dans la même espèce, deux individus qui se ressemblent. Alors, le problème, vous allez voir, c'est que à chaque définition, ou presque, on va avoir des choses qui vont pas forcément correspondre à la définition et aux critères utilisés. Donc, par exemple, ici, si l'on revient sur nos mésanges, vous vous rappelez, nous avions parlé de mésanges de deux espèces différentes, la mésange nonnette et la mésange boréale. Quand on les observe, elles se ressemblent vraiment énormément. Or, elles ne sont pas de la même espèce. Vous voyez que parfois, on a un souci entre deux individus qui se ressemblent, mais qui pourtant n'appartiennent pas à la même espèce. Tout comme l'inverse peut exister. Ici, j'ai deux guppies, des guppies femelles et des guppies mâles. Donc, ce sont des poissons qu'on trouve fréquemment dans les aquariums, que vous connaissez peut-être. Ici, on a deux individus qui appartiennent à la même espèce, puisque ce sont tous les deux des guppies, mais qui, au niveau de leur couleur, sont quand même assez différents. Donc c'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que la forme ou la couleur de l'organisme va changer en fonction du sexe de l'individu. De la même façon, ici nous avons l'exemple des lucanes cerfs-volants. Les lucanes, ce sont des insectes qui appartiennent à la grande famille des coléoptères. Donc ici nous avons des exemples de lucanes mâles. Donc ils mesurent entre 3,2 et 8,2 cm. Donc ce sont des insectes qui sont quand même relativement gros. Et chez les mâles, les mandibules sont très développées. Vous voyez ici et là. Tandis que chez les femelles, les mandibules sont très peu développées. Donc si on les compare, par exemple celui-ci avec celui-ci, déjà les femelles sont beaucoup plus petites, 2,7 à 4,2 cm, on pourrait très bien se dire, bah non, ils se ressemblent pas du tout, ils appartiennent pas à la même espèce. Or, si, ils appartiennent à la même espèce. Donc, la limite, en fait, à la définition, vous pouvez noter dans votre tableau, c'est que parfois, il y a des individus qui se ressemblent, mais qui ne sont pas de la même espèce, comme notre exemple des mésanges, ou alors, au contraire, des individus qui ne se ressemblent pas, mais qui pourtant appartiennent à la même espèce.
Donc on voit là qu'on a une définition, un critère qui pourtant, parfois, on trouve des choses qui ne vont pas correspondre à ce critère. Donc, une nouvelle définition a été par la suite donnée par un nouveau naturaliste français cette fois-ci, qui est Buffon, qui lui, en 1750, donc écrit par rapport à sa définition de l'espèce. Donc voici un extrait d'un de ses ouvrages. Alors, il dit donc, la comparaison de la ressemblance d'individus n'est qu'une idée accessoire et souvent indépendante de la succession constante des individus par la génération. Donc lui, ce que veut dire cette phrase, c'est qu'en fait, il va penser que finalement, le fait qu'on utilise simplement la ressemblance, c'est pas forcément un bon critère, parce qu'il trouve que l'âne ressemble au cheval plus que le barbet au lévrier. Le barbet et le lévrier, ce sont deux chiens. Vous connaissez sans doute le lévrier, ici, peut-être moins le barbet. Donc ils appartiennent à la même espèce, ces deux chiens. Or, ils se ressemblent pas du tout. Et ces deux animaux ne font qu'une espèce, puisqu'ils produisent ensemble des individus féconds, c'est-à-dire que le barbet et le lévrier peuvent se reproduire, et avoir des individus qui pourront eux-mêmes par la suite se reproduire, alors que le cheval et l'âne se ressemblent physiquement entre guillemets plus que ces deux chiens, mais sont des espèces différentes parce qu'ils ne produisent entre eux que des individus inféconds, qui n'auront pas par la suite la possibilité eux-mêmes d'avoir des petits. Donc on a ici la limite de la définition typologique et on va préférer ce qu'on va appeler la définition biologique. Alors le critère utilisé, vous pouvez le noter dans votre tableau avec Buffon en 1750, c'est l'interfécondité. Et la définition, c'est ce qu'on va appeler la définition biologique, qui se base sur cette notion d'interfécondité, donc de reproduction possible entre des individus qui appartiennent à la même espèce. Alors, ensuite, vient la définition de Darwin. Alors, je pense que Darwin, vous connaissez tous ce naturaliste anglais, vous en avez tous entendu parler, puisque Darwin a écrit un ouvrage très connu qui s'intitule De l'origine des espèces, et il a vraiment révolutionné la biologie par rapport à ses idées, puisqu'il a proposé le premier, la théorie de l'évolution, qui a permis en fait d'expliquer de manière logique toute la biodiversité qu'on peut rencontrer à telle ou telle époque. Alors, pour lui, il considère que le terme d'espèce a été simplement donné de manière arbitraire par commodité en fait, pour les scientifiques finalement. On a dit, voilà, on a un ensemble d'individus et ils se ressemblent entre eux, donc par commodité, on va tous les mettre dans la même boîte, entre guillemets. Donc voici Darwin jeune et plus âgé. Donc lui, le critère qu'il utilise, c'est un mixte en fait des deux précédents, c'est-à-dire la ressemblance et l'interfécondité. Et donc la définition qui correspond à ça, c'est la définition à la fois typologique et biologique. Mais pour lui, en fait, ce que vous pouvez ajouter dans votre limite à cette définition, le terme d'espèce, en fait, c'est juste quelque chose qui a été donné par les scientifiques. C'est pas finalement quelque chose qui serait indispensable. C'est une commodité pour les scientifiques qui veulent réaliser vraiment, voilà, des classifications. Ils trouvent un organisme vivant, ils veulent le mettre dans une sorte de boîte. Ensuite, nous avons un autre scientifique, un biologiste allemand, qui s'appelle Ernst Mayr, qui en 1942, donc lui écrit également des ouvrages, extrait voilà d'un de ses ouvrages. Donc pour lui, les espèces sont des groupes de populations réellement ou potentiellement capables de se croiser et qui sont reproductivement isolés des autres groupes qui ont les mêmes propriétés. Donc lui encore, il va reprendre un critère dont on a déjà parlé avec Buffon, c'est-à-dire le critère d'interfécondité. Donc la définition, c'est encore une fois la définition biologique. Mais on se rend compte que, voilà, pour certains exemples, on va avoir des soucis de classification. Alors, la limite à cette définition, en fait, il y en a deux, des limites, vous pouvez les écrire dans votre tableau. La première, c'est que fait-on des espèces fossiles? C'est-à-dire qu'avec une espèce fossile, alors si on peut observer morphologiquement ou autre les restes qu'on a de ces fossiles, on ne peut en revanche pas savoir si ces espèces, enfin, si ces populations-là, l'individu pouvait se croiser avec un autre. Donc impossible, par rapport aux critères d'interfécondité, de savoir ce qu'il en est pour les espèces fossiles. Et puis il y a un autre souci, au fait, aussi avec d'autres exemples. Alors parfois, vous savez on a parlé d'hybridation. On peut hybrider des végétaux, ça arrive très très fréquemment. Mais chez les animaux aussi, ça arrive. Et on va avoir deux types d'hybridation. Alors, on peut avoir des hybrides qui vont être stériles. C'est-à-dire qu'on va croiser des individus qui appartiennent alors à des espèces différentes ou à la même espèce, c'est la question. Donc par exemple,
Le léopon, que vous avez ici en photo, donc c'est un hybride qui est issu du croisement entre une lionne et un léopard. Donc il a les taches du léopard et puis la crinière du lion, hein, ça doit être un mâle, ce léopon du coup. Le problème, c'est que c'est un individu qui est stérile, donc il n'aura pas de petits. Le jaguilion, lui, est un hybride entre un jaguar mâle et une lionne. Donc ça doit être une femelle puisqu'il n'y a pas de crinière. Donc là, les hybrides sont stériles. Donc on va considérer que le lion, le léopard ou le jaguar ne font pas partie de la même espèce. Donc vous avez dans votre livre, si vous le souhaitez, ajouter sur le cours, le document 2, page 61, qui vous présente quelques exemples. Autre cas, là, qui pose encore plus de problèmes, c'est le cas des hybrides fertiles. Parce qu'il arrive parfois, alors c'est très rare chez les animaux, mais ça peut arriver, exemple, le chien-loup, que donc deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce se croisent, se reproduisent et aient des descendants fertiles. Le chien-loup ou crocotte, c'est le croisement entre un chien domestique et un loup gris. Alors ça s'observe dans la nature. J'ai oublié de dire, mais précédemment, les exemples du jaguilion ou autres, ça s'observe dans les zoos, puisque dans la nature, en général, ces animaux ne vivent pas ensemble sur le même territoire. Donc ici, c'est quelque chose qu'on observe dans la nature, et l'hybride est fertile. Donc là, pour le coup, on a vraiment un problème par rapport à la définition biologique de l'espèce, puisqu'on considère que si deux individus peuvent se reproduire entre eux et avoir des petits qui sont fertiles, eh bien, ils font partie de la même espèce. Or, vous voyez ici, avec cet exemple, ce n'est pas le cas. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, vous avez complété tout votre tableau, normalement, c'est que ce qu'on voit, c'est que finalement, la définition de l'espèce, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, et on va dire qu'un seul critère, utiliser un seul critère, ce n'est pas possible. Il va falloir utiliser plusieurs types de critères. Donc ce que je peux vous proposer, et ce qui est sur votre polycopier, c'est finalement, dans une définition plus moderne, entre guillemets, se baser sur un ensemble de plusieurs types de critères. Des critères à la fois biologiques et moléculaires. Alors, une définition est proposée donc sur votre cours. Alors, je vous rassure tout de suite, cette définition, vous n'allez pas devoir l'apprendre. Elle est beaucoup trop complexe, hein, il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est simplement pour que vous ayez conscience de ce qu'on pourrait donner peut-être aujourd'hui comme définition de l'espèce qui prendrait en compte beaucoup de critères différents. Donc si on la lit ensemble, donc ensemble d'individus ou de populations d'individus apparentés qui peuvent avoir une descendance commune fertile dans des conditions naturelles. Et alors on va considérer que ces populations doivent être suffisamment isolées génétiquement des autres populations similaires et qu'elles doivent avoir une durée limitée dans le temps. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une espèce, c'est pas quelque chose qui va vivre pendant des millions ou des millions d'années. Ça apparaît, ça disparaît. Et dont les caractéristiques, alors là, on a pris les caractéristiques morphologiques, anatomiques, écologiques, éthologiques. L'éthologie, c'est ce qui a trait au comportement. Physiologiques, génétiques et biochimiques sont semblables au point que les individus se ressemblent plus entre eux, donc sur tous ces points de vue, qu'ils ne ressemblent à d'autres ensembles équivalents. Donc voilà, ça ce serait une définition vraiment précise qu'on pourrait donner de l'espèce, que vous n'allez pas retenir, je précise bien. C'est juste pour vous faire comprendre comment on pourrait définir de manière précise l'espèce. Alors, pour faire un résumé, pour que vous sachiez quand même ce qu'il faut retenir, ce tableau vous présente en fait, pour la définition typologique et biologique de l'espèce, qu'il faut retenir. Donc, la définition typologique, c'est basé sur la ressemblance, donc vous voyez les avantages et les inconvénients, et la définition biologique, elle est basée sur l'interfécondité. Donc, c'est vraiment les deux choses qu'il faut retenir et qu'on peut mettre ensemble pour avoir une définition globale. Alors ensuite, vous trouverez donc dans votre chapitre un bilan. Bon, je vous laisse le lire tout seul, je ne vais pas revenir forcément dessus. Et puis, vous allez également trouver un tableau, un schéma bilan récapitulatif qui sera joint à la séance du cahier de texte de mon bureau numérique. Donc, à la date à laquelle vous aurez donc visionné cette vidéo, vous pouvez le mettre. Hein, je vais mettre ce document donc en ligne dans le cahier de texte. Alors, à la date du on va dire pour le 22, par exemple le 22 novembre. Donc vous aurez ce document en ligne. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Alors, le schéma bilan, voici à quoi il ressemble. Donc je ne vais pas tout reprendre avec vous, mais surtout ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les noter et posez-les moi lors de votre prochaine séance.